Le marteau s'abattit avec une violence qui fit trembler la terre sous mes pieds, et dans ce fracas, je revis son visage, celui que j'avais cru effacé depuis 10 ans. Adrien se redressa, torse nu luisant de sueur sous le soleil impitoyable de Provence, et ses yeux, d'un bleu perçant comme l'acier, se posèrent sur moi avec une intensité qui me cloua sur place. Tu sais, Alexis, les clôtures ne sont pas les seules choses qui se brisent sans prévenir, murmura-t-il, sa voix rauque comme un vent d'automne, et en cet instant, mon cœur s'arrêta, suspendu entre le passé qui hurlait et l'avenir qui menaçait de m'engloutir. La poussière retomba lentement sur le sol craquelé de mon jardin, un rectangle de terre ingrate coincé entre les collines arides de la Drôme, où les oliviers tordus semblaient supplier le ciel de plus de miséricorde qu'il n'en offrait jamais. J'avais appelé ce charpentier par nécessité, pas par envie. La clôture qui bordait ma propriété s'était effondrée lors de la dernière tempête, un amas de planches pourries qui barrait l'accès à mon refuge solitaire. À 45 ans, j'avais appris à me contenter de la solitude, elle était mon armure, forgée dans les débris d'un amour perdu à Paris, 10 ans plus tôt. Julien, mon ancien amant, m'avait quitté pour un horizon plus lumineux, emportant avec lui non seulement nos rêves communs mais aussi une partie de mon âme que je n'avais jamais récupérée. Depuis, je vivais ici, dans cette maison de pierre aux volets verts écaillés, enseignant la littérature française à des adolescents indifférents dans le village voisin, et cultivant des roses qui, comme moi, fleurissaient en silence, piquetées de ronces invisibles. Adrien arriva à midi, au volant d'un vieux camion Renault cabossé, dont le moteur toussa comme un fumeur invétéré avant de s'éteindre. Il en descendit avec l'aisance d'un homme habitué aux vastes espaces, grand, les épaules larges sous une chemise en flanelle usée, les cheveux châtains ébouriffés par le vent du Mistral. Il devait avoir une trentaine d'années, peut-être 35, avec cette assurance tranquille des artisans qui réparent le monde à coups de marteau et de clous. « Bonjour, monsieur Alexis. Je suis Adrien, de l'atelier à Valence. Vous avez une clôture qui fait la grève. » Sa voix portait un accent du sud, chantant et moqueur, qui me rappela immédiatement les marchés provençaux de mon enfance, avant que la vie ne m'emmène vers les lumières froides de la capitale. Je hochai la tête, évitant son regard, et le guidai vers le jardin d'un pas mesuré. Par là. Elle a cédé sous le poids de la pluie. Prenez votre temps. Ma voix était plate, comme toujours ces derniers mois, je m'étais habitué à parler aux ombres plutôt qu'aux hommes. Il inspecta les débris, s'accroupissant avec une grâce féline, ses mains calleuses effleurant le bois comme si c'était une amante récalcitrante. C'est du chêne solide, ça. Mais l'humidité l'a bouffé de l'intérieur. Comme beaucoup de choses, hein. Il leva les yeux vers moi, un sourire en coin qui creusa une fossette sur sa joue gauche, et je sentis un frisson inattendu me traverser l'échine. Je me détournai, prétextant aller chercher de l'eau, mais en vérité, c'était pour reprendre mon souffle. Tandis qu'il travaillait, je m'installai sur la terrasse avec un verre de pastis dilué, observant de loin cette intrusion dans mon sanctuaire. Le soleil cognait dur, transformant l'air en un sirop lourd chargé d'odeurs de thym et de terre chaude. Adrien ôta sa chemise sans cérémonie, la nouant autour de sa taille, révélant un torse allé marqué de tatouages discrets, une encre marine sur l'épaule, un oiseau en vol sur la poitrine. Il maniait le marteau avec une précision presque poétique, chaque coup résonnant comme un battement de cœur amplifié. Je me surpris à tracer du regard les lignes de ses muscles, la façon dont la sueur perlait sur sa peau, et une culpabilité familière m'assaillit. 10 ans sans toucher un autre homme, 10 ans à enterrer ce désir sous des piles de livres et de regrets. Julien m'avait appris que l'amour était une tempête, belle mais destructrice, et j'avais juré de ne plus m'y exposer. Vers 3 heures, il s'interrompit pour boire à la gourde que je lui avais tendue. Nos doigts se frôlèrent un instant à un accident, rien de plus et pourtant, ce contact fugace envoya une décharge électrique le long de mon bras. Merci. C'est pas tous les jours qu'on bosse dans un coin aussi paisible. T'es prof, c'est ça? J'ai vu les bouquins par la fenêtre. Sa question était innocente, mais son ton l'était moins, il y avait une curiosité là-dedans, une invitation voilée à briser le silence. Je m'assis à distance respectable sur un banc de pierre. Oui, littérature. Et toi, Adrien, qu'est-ce qui t'amène dans ce trou perdu? Valence n'est pas si loin. Il rit, un son grave et chaud qui fit vibrer l'air. La vie, mon vieux. J'ai monté mon atelier après. Disons, après une rupture chaotique. Besoin de bouger, de réparer ce qui est cassé. Les gens, les maisons, les cœurs tout se réparent, non? Ces mots planaient comme une allégorie, et je me surpris à répondre, contre toute prudence. Pas toujours. Certains bris sont trop profonds. Nous parlâmes alors,
pour la première fois, de tout et de rien, des vendanges ratées de l'année dernière, des poèmes de Verlaine qu'il aimait sans les comprendre vraiment, de la façon dont Paris nous avait tous deux mâchés et recrachés. Il avait vécu là-bas 5 ans, barman dans un cabaret de Montmartre, avant de fuir les lumières pour les collines. Trop de bruit, trop de mensonges. Ici, au moins, on entend son propre silence. Le soir tombait quand il rangea ses outils, la clôture à moitié redressée, promesse d'un achèvement demain. Je reviens à l'aube, si ça te va. Et si t'as du vin rouge, on pourrait trinquer à la solidité retrouvée. Son clin d'œil était espiègle, presque enfantin, et je sentis mon pouce accélérer. D'accord. Mais ne t'attends pas à une fête. Il partit, laissant derrière lui l'odeur de bois frais et de sueur masculine, un sillage qui hanta ma nuit. Allongé dans mon lit au drap froissé, je repensais à ce frôlement de doigts, à ce regard bleu qui semblait percer mes défenses. Était-ce de la folie, ou simplement le début d'une rechute? Le Mistral hurlait dehors, comme un avertissement que j'ignorais superbement. Le lendemain matin, Adrien revint avec le soleil, portant un panier de figues cueillies sur la route. Pour le petit déjeuner d'un professeur affamé, lança-t-il en riant. Nous partageâmes un café sur la terrasse, et la conversation glissa naturellement vers des eaux plus profondes. Il me confia son enfance à Marseille, fils d'un pêcheur alcoolique et d'une mère couturière qui rêvait d'un autre monde. J'ai su tôt que j'étais différent. Les garçons du quartier me regardaient bizarrement quand je dessinais des cœurs au lieu de jouer au foot. Et toi, Alexis? Paris t'a guéri ou juste entaillé plus profond? Sa franchise me désarma, je lui parlais de Julien pour la première fois depuis des années, de nos nuits volées dans un appartement haussmannien, de la trahison quand il était parti avec un galeriste plus riche, plus stable. Il disait que j'étais trop rêveur, pas assez ancré. Peut-être qu'il avait raison. Adrien posa sa tasse, son regard s'adoucissant. Les rêveurs réparent le monde, pas les comptables. Et les clôtures? Elles tiennent mieux quand on leur donne un peu de poésie. Il se leva pour reprendre le travail, mais avant, il effleura mon épaule d'un geste amical. Où était ce plus? Mon souffle se coinça dans ma gorge, un écho de ce moment suspendu que je chérissais déjà. La journée s'étira en un balai de coups de marteau et de silence complice. À midi, il m'invita à l'aider, et nos mains se nouèrent autour d'une planche, nos corps se frôlant dans l'effort. La chaleur était étouffante, mais c'était celle de sa proximité qui me consumait. Quand le soleil déclina, la clôture se dressait fière, intacte, et nous trinquâmes avec un Côte-du-Rhône corsé, assis sur l'herbe tiède. À la solidité, dit-il, ses yeux dans les miens. Et à ce qui se brise pour mieux se reformer. Nos verres tintèrent, et dans ce son cristallin, je sentis le fil ténu d'impossible se tisser entre nous. La nuit venue, seul à nouveau, je touchai l'endroit où sa main avait reposé sur mon épaule, et un feu longtemps éteint se ralluma, vacillant mais tenace. Adrien n'était qu'un charpentier de passage, me disais-je, mais son geste soudain, ce simple effleurement avait figé mon souffle, et avec lui, le cours prévisible de mes jours. Pourtant, le 3e jour apporta les premières ombres. Adrien arriva en retard, les traits tirés, une ecchymose naissante sur la mâchoire. Une dispute avec un client hier soir. Rien de grave. Il éluda, se jetant dans le travail avec une fébrilité nouvelle. Nous parlâmes moins, je sentis une barrière invisible se dresser, faite de non-dits et de regards fuyants. Au crépuscule, alors que nous admirions l'œuvre accomplie ou une clôture robuste, ornée de motifs gravés à la main, un cadeau inattendu de sa part, il s'approcha trop près. Alexis, je. Merci pour ces jours. T'es pas comme les autres. Sa voix trembla, et avant que je puisse répondre, il posa sa main sur ma nuque, tirant mon visage vers le sien. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser hésitant, puis vorace, chargé de la fin de 2 solitudes affamées. Le monde s'effaça, il n'y avait que sa bouche salée de sueur, ses doigts dans mes cheveux, le battement effréné de nos cœurs synchronisés. Nous nous séparâmes, haletants, et il murmura « Je reviens demain ». On continue? J'acquiesçai, le corps encore vibrant de ce contact. Mais cette nuit-là, un appel anonyme brisa le silence, une voix féminine, essoufflée, demandant pour Adrien. Mon estomac se noua, était-ce une ex, une épouse? Le doute s'insinua comme une fissure dans le bois neuf de notre lien naissant. Les jours suivants s'enchaînèrent comme les perles d'un rosaire sensuel, où chaque rencontre avec Adrien était une prière païenne, un mélange de tendresse et de urgence qui me ramenait à la vie. Il ne revint pas pour réparer la clôture où elle était achevée, mais pour refinir les finitions, prétextait-il avec un sourire complice. En vérité,
nous passions nos après-midi à explorer les recoins de ma propriété, le verger aux abricotiers noueux, le sentier qui serpentait vers la rivière asséchée par l'été. Nos conversations, autrefois légères, se chargeaient d'une intimité brûlante, il me confiait ses peurs les plus intimes, comme cette nuit à Marseille où son père l'avait surpris embrassant un ami d'enfance, le poing levé menaçant de corriger ce qu'il appelait une maladie. J'ai fui à 16 ans. Paris m'a sauvé, mais t'a aussi presque tué, avoua-t-il un soir, allongé près de moi sur une couverture étendue dans l'herbe, nos corps enlacés sous le ciel étoilé. Je lui racontai à mon tour les abysses de ma propre fuite. Après Julien, j'avais sombré dans une dépression qui m'avait fait quitter l'enseignement universitaire pour ce poste obscur en province, cherchant dans l'anonymat une guérison que le temps refusait. Tu sais, Adrien, l'amour gai en France, c'est comme ces vignes, on les taille dures pour qu'elles portent, mais parfois, on les étouffe. Il rit doucement, sa main traçant des cercles paresseux sur mon torse nu. Alors, laissons-les pousser sauvages. Comme nous. Nos étreintes devinrent le rythme de ces journées, dans la maison aux murs épais, nous redécouvrions le plaisir charnel avec une ferveur presque religieuse. Ses caresses étaient rudes et tendres à la fois, comme un artisan façonnant du bois brut, il explorait mon corps avec la même précision que pour une jointure parfaite, murmurant des mots crus provençaux qui me faisaient rougir et rire. T'es beau quand tu te laisses aller, Alexis. Comme un poème de Rimbaud, tout feu et oubli. Mais sous cette idylle, des fissures apparaissaient, subtiles comme les veines d'une feuille. L'appel anonyme de cette nuit-là n'était pas le dernier, d'autres suivirent, toujours à des heures indues, et Adrien les écartait d'un geste las, prétendant à des dettes d'un ancien associé. Rien qui te concerne, mon amour. Juste des fantômes du passé. Pourtant, je voyais les cernes sous ses yeux, les textos qu'il effaçait furtivement sur son téléphone. Un après-midi, alors que nous faisions l'amour dans la chambre au rideau tiré, un bruit de moteur nous interrompit, une voiture s'arrêta devant la grille. Adrien se raidit, se rhabillant à la hâte. Reste ici. C'est un collègue. Il sortit, et j'entendis des voix étouffées, une féminine, aiguë, implorante. Adrien, tu promets de rentrer ce soir? Les enfants. Mon sang se glaça. Enfants? Était-ce possible? Il rentra 10 minutes plus tard, le visage fermé. Une erreur. Une amie qui a besoin d'aide pour sa bagnole. Je voulus croire, mais le doute s'enracina, empoisonnant nos moments de joie. Nous continuâmes néanmoins, emportés par la marée de notre passion. Un soir, nous dînâmes aux chandelles sur la terrasse du gigot d'agneau rôti aux herbes, du vin de Gigondas, et il me demanda en mariage, à sa façon rustique, viens avec moi à Valence. On monte un atelier ensemble, toi qui écris, moi qui construis. On bâtit quelque chose de vrai. Ses yeux brillaient d'une lueur désespérée, et je sentis mon cœur gonfler. Et si on reste ici? Cette maison est grande pour deux. Nous scellâmes ce pacte d'un baiser, mais au fond de moi, l'ombre persistait. La semaine suivante apporta le premier vrai conflit. Adrien avait promis de m'emmener au marché d'Avignon, mais il annula au dernier moment, invoquant une urgence professionnelle. Blessé, je partis seul, errant parmi les étals de fromage et de lavande, le cœur lourd. À mon retour, je le trouvai dans le jardin, téléphone à l'oreille, voix basse et tendue, oui, chérie, je gère. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Il raccrocha en me voyant, paniqué. C'était ma sœur. Elle a des problèmes. Mais ses mensonges s'effilochaient, je fouillai son téléphone pendant qu'il dormait, un acte que je regrettais déjà, et découvris des messages d'une certaine Marie, reviens, les garçons te manquent. Et moi aussi. Des photos suivirent, Adrien avec 2 enfants rieurs, une femme aux cheveux châtains, souriante, dans ce qui ressemblait à une maison familiale. La trahison me frappa comme un coup de marteau. Je le confrontai au matin, alors qu'il chargeait ses outils dans le camion. Qui est Marie, Adrien? Et ses enfants? Son visage blêmit, puis se ferma en un masque de pierre. C'est compliqué, Alexis. On s'est séparés il y a 1 an, mais elle a besoin de moi. Financièrement, émotionnellement. Je suis pas libre comme je l'ai laissé croire. Les mots sortirent en torrent, il avait fui Paris non pas seul, mais avec un mariage bancal, un contrat social pour masquer son orientation, une vie de compromis qui l'étouffait. Je t'aime, c'est vrai. Mais je peux pas tout lâcher d'un coup. Pas encore. La colère m'envahit, un feu purificateur après des années de cendres. Tu m'as menti. Tu es venu réparer ma clôture, et tu as brisé mon cœur à la place.
Je hurlai, les larmes coulant enfin, libérant une douleur accumulée. Il tenta de me toucher, mais je reculai, le repoussant vers son camion. Va-t'en, Adrien. Répare ta propre vie avant de toucher à la mienne. Il partit, queue basse, laissant un silence assourdissant. Les jours suivants furent un brouillard de souffrance, je noyais mes soirées dans le vin, relisant nos textos comme des reliques, me maudissant d'avoir ouvert mon cœur. La clôture se dressait intacte, moqueuse, témoin muet de ma naïveté. Pourtant, au milieu de ce chaos, une lettre arriva, manuscrite, sur du papier jauni, de la main d'Adrien. Alexis, je sais que j'ai tout gâché. Mais ce que nous avons bâti en ces jours est réel. Donne-moi une chance de réparer ça. Pas pour elle, pas pour les enfants ou pour nous. Je la froissai, puis la lissai, indécis. Le Mistral se leva cette nuit-là, violent, arrachant des branches aux arbres, comme si la nature elle-même pleurait ma perte. Allongé éveillé, je repensais à son geste premier, ce baiser volé qui avait figé mon souffle, et me demandais si l'amour valait toujours le risque de la tempête. Le village bruissait de rumeurs où on avait vu Adrien au bar du coin, buvant seul, les yeux hantés. Mes élèves remarquaient mon absentéisme d'esprit, un collègue, un vieux professeur de philosophie nommé Henri, m'invita à dîner pour discuter des hommes et de leur folie. Henri, divorcé 2 fois, gai assumé depuis les années 70, m'offrit une oreille sage. L'amour, mon cher, c'est comme la littérature, il y a des trahisons, mais aussi des rédemptions. Ne ferme pas la porte trop tôt. Ces mots semèrent un doute bienveillant, et je me surpris à espérer, malgré tout. Adrien revint une semaine plus tard, non pas en camion, mais à pied, sous une pluie battante qui transformait le jardin en marécage. Il se planta devant la clôture, trempé jusqu'aux os, et cria mon nom. Alexis. Écoute-moi. Je sortis, parapluie en main, le cœur battant. Qu'est-ce que tu veux encore? Me mentir plus? Il secoua la tête, les cheveux plaqués sur le front. J'ai tout dit à Marie. C'est fini. Les enfants. Ils comprendront un jour. Je veux être avec toi, pour de vrai. Si tu me laisses entrer. La pluie redoubla, effaçant les contours, et dans ce déluge, je vis sa vulnérabilité, un homme brisé, cherchant son ancre. Je lâchai le parapluie, l'attirant à moi, nos corps se heurtant dans une étreinte mouillée, désespérée. Entre, murmurai-je. Mais cette fois, pas de secret. Nous passâmes la nuit à panser nos plaies, lovés sous les couvertures, échangeant des promesses chuchotées. Il me raconta tout, le mariage de façade pour apaiser sa famille, les nuits solitaires où il rêvait d'un amour authentique, sa fuite vers Valence pour recommencer. Toi, tu es ma réparation, Alexis. Mon poème inachevé. Au lever du jour, la pluie cessa, laissant un arc-en-ciel fragile sur les collines. Pour la première fois depuis des années, je me sentis entier, réparé non par des clous, mais par une tendresse humaine, imparfaite mais profonde. L'automne s'installa avec sa palette de roux et d'ocre, enveloppant la Drôme d'un manteau mélancolique qui semblait refléter l'humeur ambivalente de notre nouvelle vie. Adrien avait vendu son appartement à Valence, investi dans des outils neufs, et nous avions transformé une dépendance de la maison en atelier, un espace lumineux où le bois exhalait son parfum résineux, mêlé à l'odeur de café fort et de nos rires matinaux. Il travaillait là le jour, fabriquant des meubles sur mesure pour les touristes aisés d'Avignon, tandis que je corrigeais des copies dans le salon adjacent, nos mondes se frôlant en une harmonie domestique que je n'osais pas encore nommer au bonheur. Les soirées étaient à nous, promenades le long de la rivière gonflée par les pluies, dîners improvisés de ratatouille et de fromages locaux, et ces nuits où nos corps se racontaient ce que les mots peinaient à exprimer. Pourtant, la joie n'effaçait pas les cicatrices. Adrien portait les stigmates de sa séparation, des appels larmoyants de Marie, qui oscillaient entre reproches et supplications, et des visites sporadiques des enfants à un garçon de 8 ans, timide et curieux, nommé Lucas, et sa sœur aînée, Elsa, de 10 ans, qui le regardait avec une méfiance instinctive. La première fois qu'ils vinrent, un dimanche pluvieux, je me tins en retrait, observant depuis la cuisine tandis qu'Adrien les serrait dans ses bras, sa voix tremblante de tendresse paternelle. Papa est là, mes amours. Et voici Alexis, un ami spécial. Lucas s'approcha, examinant mes livres avec des yeux écarquillés, tandis qu'Elsa croisait les bras, marmonnant, maman dit que tu nous abandonnes pour un garçon. Le coup porta, et Adrien blêmit, mais je intervins doucement, ta maman a raison d'être triste. Mais ton papa nous rend heureux, et on veut que toi aussi tu le aies. Elle haussa les épaules, mais accepta une part de tarte aux pommes, et au fil des heures, une trêve fragile s'installa.
Ces visites révélaient les failles de notre idylle. Adrien rentrait épuisé, rongé par la culpabilité, et nos disputes éclataient comme des orages d'été. Tu ne comprends pas, Alexis. Ils sont ma chair, ma responsabilité, hurlait-il, tandis que je répliquais, blessé, et moi? Suis-je juste un caprice, un moyen d'échapper à ta vie réelle? Une nuit, après une engueulade particulièrement violente aux des mots acérés comme des copeaux de bois, il fit ses valises, clamant qu'il retournait à Valence pour réfléchir. Je le vis partir sous la lune pâle, le camion tout sautant dans l'allée, et un vide abyssal m'engloutit. Seul à nouveau, je errais dans la maison, touchant les objets imprégnés de lui, la tasse ébréchée qu'il aimait, le tatouage qu'il avait esquissé sur un morceau de papier pour moi, un cœur entrelacé d'une encre. Henri, mon collègue philosophe, devint mon confident lors de ces jours sombres. Nous nous retrouvions au café du village, un bistrot aux murs tapissés de photos jaunies de la Libération, où le patron nous servait des demi sans poser de questions. L'amour homosexuel en province, c'est un combat quotidien, Alexis. Pas de paillettes parisiennes ici, juste la boue et les regards en coin. Mais c'est dans la boue qu'on trouve les diamants. Il me prêta un recueil de Proust, soulignant des passages sur la jalousie et la mémoire, et je m'y plongeai, cherchant des échos à ma propre tourmente. Écrire devint ma bouée, je commençai un journal, des fragments poétiques sur un amour charpentier, un homme aux mains d'ouvrier qui réparait l'âme autant que le bois. Ces gestes sont des vers, figés dans l'instant où le souffle s'arrête, notai-je un soir, les larmes brouillant l'encre. Adrien revint après 3 jours d'absence, les yeux rougis, un bouquet de lavande sauvage à la main. Je ne peux pas vivre sans toi. Marie et moi, c'est du passé, j'ai signé les papiers du divorce. Pour nous. Nous pleurâmes ensemble sur le seuil, puis nous aimâmes avec une urgence renouvelée, nos corps se fondant dans une réconciliation muette. Mais le répit fut bref. Peu après, une lettre de Marie arriva, non pour Adrien, mais pour moi où une enveloppe anonyme glissait sous la porte. Il vous ment encore. Demandez-lui pour l'argent disparu. Mon estomac se noua, je confrontai Adrien ce soir-là, la lettre tremblant dans ma main. Il s'effondra, avouant des dettes de jeu contractées à Paris, un emprunt secret à Marie pour les couvrir, et maintenant, un chèque falsifié pour renflouer l'atelier. C'était pour nous, pour démarrer proprement. Pas une trahison, une erreur. La fureur m'aveugla. Une erreur? Tu as volé ta famille pour financer notre bonheur? Tu me prends pour qui? Je le chassai à nouveau, mais cette fois, il ne partit pas, il s'assit par terre, tête dans les mains, sanglotant comme un enfant. Je suis un imposteur, Alexis. Un charpentier qui ne sait pas réparer sa propre vie. Mais toi. Tu es ma chance de rédemption. Son désespoir était si pur, si humain, que ma colère se fissura. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, dénouant les nœuds de ses mensonges, il rembourserait Marie, vendrait l'atelier si nécessaire, et entamerait une thérapie pour ses addictions passées. Je t'aime assez pour changer, jura-t-il, et je le crus, ou du moins, je choisis de le croire. L'hiver approcha, apportant ses vents glaciaux et ses introspections forcées. Nous adoptons une routine thérapeutique, des séances hebdomadaires à Valence avec un psychologue spécialisé dans les coming-out tardifs, des promenades où nous parlions sans filtre de nos peurs. Adrien se lia d'amitié avec Lucas et Elsa, leur expliquant avec des mots simples, « Papa aime un homme gentil, comme maman aimera peut-être quelqu'un d'autre un jour. » Les enfants, résilients comme seuls les enfants savent l'être, commencèrent à m'appeler tonton Alexis, et un après-midi de Noël, nous décorâmes un sapin ensemble, riant des boules maladroites d'Elsa. Pourtant, le doute persistait en moi, un murmure constant, et si la prochaine trahison était la dernière? Le point de rupture survint au printemps, lors d'une fête de village à laquelle nous assistâmes main dans la main à un acte de bravoure dans cette Provence encore conservatrice, où les vieux du bar nous toisaient avec des sourires pincés. Adrien, éméché par le rosé, dansa avec moi au son d'un accordéon nasillard, nos corps se mouvant en une valse improvisée qui attira les regards. Mais plus tard, seul au bord d'une fontaine, il fut accosté par un ancien amant de Paris, un type élégant nommé Raoul, galeriste en visite. Je les vis rire, se toucher l'épaule, et une jalousie viscérale me submergea. « Tu flirtes encore » l'accusai-je en rentrant, ivre de rage. Il n'y a, mais les textos suivants découverts par accident en contredisaient, des invitations coquines de Raoul, des réponses ambiguës d'Adrien. Juste pour rire. Rien de sérieux. Cette fois, la trahison fut la goutte d'eau. Tu ne changes pas. Tu répares les clôtures, mais pas ton âme. Je le mis dehors sous les étoiles indifférentes, et il partit sans un mot, le camion s'éloignant dans la nuit.
Les semaines qui suivirent furent un enfer, je démissionnai de mon poste, incapable de faire face aux élèves, et me repliai dans un silence monacal, écrivant frénétiquement un roman inspiré de notre histoire, un récit de passion brisée, de réparation impossible. Henri me veilla, m'emmenant en balade dans les gorges de l'Ardèche, où l'eau claire lavait les plaies invisibles. Tu es plus fort que tu ne le crois, Alexis. L'amour n'est pas une prison, c'est un feu qu'on allume ou qu'on éteint. Un jour, une enveloppe atterrit sur mon paillasson, un manuscrit corrigé, avec une note d'Adrien. Lis ça. C'est ton histoire, mais avec une fin que je voudrais écrire ensemble. À l'intérieur, des pages de son écriture maladroite, complétant mon roman, un épilogue où les amants se retrouvent, non pas parfaits, mais guéris. Je pleurais en lisant, sentant le fil du destin se retisser. Était-ce une nouvelle manipulation, ou un geste sincère? Le Mistral souffla sa réponse, une invitation à le rejoindre à Marseille, pour une seconde chance. L'été revint avec sa chaleur oppressante, transformant les collines en un four où chaque souffle était une lutte. Je partis pour Marseille, le cœur serré dans un sac à dos rempli de doutes et de manuscrits complétés. La ville portuaire m'accueillit avec son chaos familier, le vieux port grouillant de pêcheurs criards, l'odeur de bouillabaisse et de sel marin, les ruelles escarpées où les lessives claquent comme des drapeaux de reddition. Adrien m'attendait sur le quai, plus amaigri, les traits creusés par l'insomnie, mais ses yeux bleus pétillaient encore de cette lueur espiègle qui m'avait capturé dès le premier jour. « Tu es venu, murmura-t-il, la voix brisée, et sans un mot de plus, nous nous embrassâmes au milieu de la foule indifférente, un baiser salé par les embruns et les larmes contenues. Il m'emmena dans un petit appartement au panier, un quartier labyrinthique aux maisons ocre taguées de street art, où l'air vibrait au rythme des tambourins provençaux. C'est provisoire. J'ai tout vendu à Valence, plus de dettes, plus de mensonges. Juste moi, nu comme un verre. Nous passâmes la première nuit à parler, lovés sur un matelas fin, refaisant surface de nos abysses respectifs. Il avait vu un thérapeute, remboursé Marie jusqu'au dernier centime où elle avait même commencé une nouvelle vie avec un collègue, et entamé un programme pour ses pulsions addictives. Raoul? Un fantôme idiot. J'ai bloqué son numéro le jour où tu m'as chassé. Sa franchise, cette fois, sonnait vraie, je sentis les murs de ma méfiance s'effriter, pierre par pierre. Marseille devint notre laboratoire d'amour réinventé. Adrien trouva du travail comme charpentier naval, réparant les coques des pointus traditionnels au port, tandis que j'envoyais mon manuscrit à un éditeur parisien, un roman intitulé Clôture brisée, inspiré de nous, qui fut accepté avec enthousiasme. C'est ton geste à toi, la réparation littéraire, plaisanta-t-il en lisant les épreuves, ses doigts calleux tournant les pages avec révérence. Nous explorions la ville comme des amants novices, escaladant la basilique Notre-Dame de la Garde pour admirer le panorama scintillant, dégustant des chichis frogis dans les calanques, et dansant la farandole lors d'une fête de quartier où les voisins, un mélange bigarré d'immigrés et de locaux, nous acceptèrent sans un sourcillement. Ici, l'amour est comme la mer, il monte, il descend, mais il revient toujours, me dit une vieille lavandière, en nous offrant du pastis maison. Pourtant, les ombres du passé n'abdiquaient pas facilement. Elsa et Lucas vinrent passer des vacances, et leur ajustement fut chaotique. Elsa, adolescente précoce, me bombarda de questions sur pourquoi papa aime les garçons maintenant, tandis que Lucas, plus innocent, dessinait des bateaux avec Adrien, ignorant les tensions. Une dispute éclata lors d'une sortie en mer, Marie appela, furieuse, accusant Adrien de voler les enfants à leur héritage familial. « Tu les exposes à ton perversion », cria-t-elle au téléphone, et Adrien, blême, raccrocha en tremblant. Elle ne comprend pas. Personne ne comprend. Je le serrai contre moi, sentant sa vulnérabilité comme un poids partagé. On leur montrera. Par l'exemple. Le vrai test vint avec la publication de mon livre. Les critiques furent mitigées, louanges pour la prose lyrique, mais reproches pour le mélodrame américain, l'ironie du sort, car j'avais infusé notre histoire d'un romantisme hollywoodien, des rebondissements émotionnels dignes d'un film de Gus Van Sant, malgré notre ancrage provençal. Adrien, fier, organisa une lecture à Marseille, dans une librairie indépendante aux murs couverts de posters de Genet et de Yourcenar. Je lus un extrait sur notre première rencontre, la voix chevrotante, son marteau s'abattit, et avec lui, les murs de mon exil. La salle applaudit, mais au fond, Raoul surgit, souhait vindicatif, clamant, c'est de la fiction à peine voilée. Il m'a largué pour ce prolo. Le scandale éclata, la presse locale s'empara de l'affaire, transformant notre intimité en potin sulfureux. Adrien, blessé dans son orgueil d'artisan, se replia, je suis juste le prolo de l'histoire.
Nos nuits devinrent des champs de mines, ponctués d'accusations et de silences. Une tempête finale éclata après une interview où j'évoquais vaguement les trahisons nécessaires à l'amour, il le prit pour une pique personnelle. « Tu me pardonnes en public, mais pas en privé », hurla-t-il, jetant un vase contre le mur, un geste impulsif, non violent, mais symbolique. Je ripostai, « Et toi, tu répares les bateaux mais pas notre confiance ?» Il partit errer dans les ruelles, et je passai la nuit à veiller, craignant le pire, ses anciennes addictions, le vide de la mer. Au matin, il revint avec un cadeau, une petite boîte en bois qu'il avait sculptée lui-même, contenant une clé USB. Écoute ça. C'étaient des enregistrements audio, sa voix, rauque et émue, lisant des poèmes que j'avais écrits pour lui, entrecoupés de confessions. Je t'aime, Alexis, non comme un caprice, mais comme un port dans la tempête. Pardonne-moi mes tempêtes. Les larmes coulèrent, et nous nous réconciliâmes dans un éclat de rire cathartique, nos corps se rejoignant dans une tendresse apaisée. Le scandale s'estompa, Raoul disparut, et mon livre grimpa dans les ventes, touchant des lecteurs qui y voyaient un hymne à la résilience queer. L'été culmina en une escapade dans les Calanques, où nous louâmes un bateau pour une journée isolée. Sous un soleil implacable, Adrien dirigea l'embarcation vers une crique secrète, aux eaux turquoises bordées de falaises blanches. Nous nagions nus, libres comme des dauphins, et sur la plage de Galets, il me demanda à nouveau, « Épouse-moi ». Pas sur papier, la loi française nous le refuse encore pleinement, mais dans nos cœurs, devant la mer. Je dis oui, et nous échangeâmes des vœux improvisés, nos alliances étant des anneaux de bois qu'il avait taillés. Ce moment, figé dans le sel et le soleil, devint notre encre, un geste soudain, comme le premier, qui reprit mon souffle et le rendit plus fort. Mais la vie, cruelle narratrice, réservait encore un twist. De retour à Marseille, un appel de l'hôpital, Lucas avait eu un accident de vélo, une fracture mineure, mais Marie, hystérique, accusa Adrien de négligence morale. « Tu les corromps avec ta vie dépravée. » La bataille pour la garde s'engagea, un tourbillon judiciaire qui nous aspira tous. Adrien, dévasté, sombra brièvement, mais je le tins, rappelant, on répare ensemble. Les audiences furent un calvaire, juge conservateur, expert psychologique scrutant notre couple comme un spécimen rare. Pourtant, notre amour documenté par des lettres, des photos, mon livre plaida pour nous. Marie, confrontée à sa propre amertume, céda finalement, une garde partagée, avec bienveillance. L'automne suivant nous trouva changés, forgés par le feu des épreuves en une union plus solide que n'importe quelle clôture. Nous quittâmes Marseille pour un compromis, une maison modeste près d'Aix-en-Provence, au cœur des vignobles, où l'atelier d'Adrien s'étendait en une menuiserie florissante, et où j'ouvris un petit cercle de lecture pour auteurs LGBTQ+ émergents. Les enfants s'adaptèrent, Elsa, rebelle ado, trouva en moi un confident pour ses premiers émois lesbiens, un secret qu'elle garda jalousement, tandis que Lucas, passionné de bricolage, aidait son père à sculpter des jouets. Marie, apaisée par une thérapie, devint une coparentale réticente mais juste, et lors d'un Noël partagé, nous trinquâmes même, maladroit mais sincère, à la famille recomposée. Mon roman devint un succès modeste, traduit en anglais sous le titre Fence and Heartbeat, un clin d'œil à ce style américain que j'avais infusé, avec ses drames intenses et ses rédemptions cathartiques, malgré nos racines françaises. Des invitations affluèrent, festival littéraire à Paris, où Adrien m'accompagnait, fier comme un paon, tenant ma main dans les couloirs feutrés. « T'es mon héros, prof, murmurait-il, et je riais, le cœur gonflé. Pourtant, la célébrité apporta ses propres conflits, un producteur hollywoodien proposa une adaptation, avec des acteurs bancables, mais exigeant de tonaliser la fin en happy end forcé. C'est notre histoire, pas un conte de fées, protestai-je, et Adrien, pragmatique, tempéra, prend l'argent, répare le monde avec. Construit des écoles pour gosses comme nous. Nous optâmes pour un compromis, une série française sur Arte, fidèle à l'esprit humain de notre récit, avec des scènes crues d'amour gai et de trahison viscérale. Le tournage nous ramena en Drôme, sur le lieu de notre rencontre, je revis la maison vide, la clôture intacte, et un pincement au cœur me rappela le chemin parcouru. Adrien, en guest star pour une scène émouvante, reviva son rôle de charpentier, et lors d'une pause, il me glissa, ce geste qui t'a figé ? C'était le début de ma fin. Et de notre renaissance. Le vrai climax de notre année fut une crise personnelle, Adrien, stressé par une commande importante, un hôtel pour une chapelle provençale, ironie du sort pour un homme queer, rechuta dans ses vieux démons. Un soir, après une dispute sur l'argent, je le trouvai au casino en ligne, perdant des centaines d'euros. C'est rien, un coup de fil, balbutia-t-il,
mais la trahison mineure raviva mes fantômes. Encore? Après tout? Je partis dormir à l'hôtel, laissant un mot, répare-toi seul cette fois. Il le fit, avec acharnement, groupe de soutien, abstinence forcée, et une lettre quotidienne pendant mon absence d'une semaine, chacune plus vulnérable que la précédente. Sans toi, je suis une coque vide. Reviens, et je te jure, plus de fissures. Je revins, non par pitié, mais par amour, cet amour humaniste, imparfait, qui accepte les failles comme des veines dans le marbre. Nous consultâmes un couple thérapeute, apprenant à communiquer sans armure, et Adrien transforma sa rechute en force, il sculpta une série d'œuvres sur la réparation et des sculptures de cœurs brisés recollés, exposées dans une galerie d'Aix, où un critique y vive un manifeste queer pour la résilience française. Le dénouement vint doucement, comme un coucher de soleil sur les Alpilles. Lors de notre premier anniversaire marqué par une cérémonie privée dans notre jardin, avec Henri comme témoin et les enfants comme choristes maladroits, Adrien me tendit un cadeau, une nouvelle clôture en miniature, gravée de nos initiales entrelacées. Pour te rappeler, ce qui se brise peut se reformer, plus beau. Nous dansâmes sous les étoiles, nos corps usés mais harmonieux, et je sus que notre histoire n'était pas un triomphe hollywoodien, mais une victoire humaine, celle d'hommes ordinaires aimant contre vent et marée, en Provence, où l'amour, comme le vin, mûrit avec le temps. Des années plus tard, assis sur notre terrasse, blancs dans les tempes, nous regarderions les petits-enfants, ceux d'Elsa, ou d'adoption future jouer autour de la clôture éternelle. Tu te souviens de ce geste, demanderai-je. Et il sourirait, main dans la mienne, celui qui a figé ton souffle? Il en a rallumé un nouveau. Et dans ce regard bleu, inchangé, je trouverai la paix non une fin heureuse forcée, mais une humanité partagée, tissée de drames, de pardon, et d'un amour qui, enfin, tenait bon.